Une étude en rouge est le premier de la série des Sherlock Holmes écrit par Conan Doyle. Dans le chapitre 1, on va faire la connaissance du docteur Watson, qui se retrouve seul à Londres. Il est revenu d'Afghanistan où il a été grièvement blessé, puis rapatrié en Angleterre à la suite d'une maladie. Il dispose de peu d'argent, cherche un logement abordable. Par hasard, il rencontre Sherlock Holmes, cherchant lui aussi un colocataire. Intrigué, Watson fait sa connaissance au laboratoire de l'hôpital où Holmes lui révèle son intelligence singulière et ses habitudes excentriques, marquant ainsi le début de leur célèbre association. Le chapitre 2 présentera la façon de travailler de Sherlock Holmes, ses méthodes ainsi que les affaires qu'il traite. On apprend alors qu'il est détective consultant capable de résoudre les affaires les plus complexes grâce à l'observation et au raisonnement logique. Enfin, le chapitre 3 est l'occasion de mettre en démonstration ce qui vient d'être présenté, grâce à un cas qui se présente. Voici donc le roman. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Entendre lire et à laisser des commentaires. Conan Doyle, Monsieur Sherlock Holmes, une étude en rouge, chapitre 1. En 1878, reçu médecin à l'université de Londres, je me rendis à Netley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée, et là je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusiliers de Northumberland, en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt, et je parvins sans encombre à Kandahar où il stationnait. J'entrai immédiatement en fonction. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi elle n'apporta que déboires et malheurs. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi je participais à la fatale bataille de Maiwand. Une balle m'atteignit à l'épaule, elle me fracassa l'os, frôla l'artère sous-clavière. Je n'échappai au sanguinaire Ghazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance Murray. Il me jeta en travers d'un cheval de bas et put me ramener dans nos lignes. Épuisé par les souffrances et les privations, je fus dirigé, avec un convoi de nombreux blessés, sur l'hôpital de Peshawar. Bientôt, j'entrai en convalescence. Je me promenais déjà dans des salles et même j'allais me chauffer au soleil sous la véranda, quand la fièvre entérique me terrassa. C'est le fléau de nos colonies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie, mais j'étais si faible, tellement amaigri, qu'une commission médicale décida de mon rapatriement immédiat. Je m'embarquai sur le transport Oronte et 1 mois plus tard, je posai le pied sur la jetée de Portsmouth. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, un gouvernement paternel m'octroya 9 mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents ni amis. J'étais aussi libre que l'air, autant du moins qu'on peut l'être avec un revenu quotidien de 9 shillings et 6 pence. Naturellement, je me dirigeai vers Londres, ce grand cloaque où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je menais, dans un hôtel privé du Strand, une existence sans but et sans confort. Je dépensais très libéralement. À la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vis en face de l'alternative suivante. Ou me retirer quelque part à la campagne, ou changer du tout au tout mon train de vie. C'est à ce dernier parti que je m'arrêtai. Et pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel pour m'établir dans un endroit moins fashionable et moins coûteux. Le jour où j'avais mûri cette grande décision, j'étais allé prendre un verre au Criterion Bar. Quelqu'un me toucha l'épaule. Je reconnus l'ex-infirmier Stamford que j'avais eu sous mes ordres à Barts. Pour un homme réduit à la solitude, c'était vraiment une chose agréable que l'apparition d'un visage familier. Auparavant, Stamford n'avait jamais été un réel ami, mais ce jour-là, je l'accueillis avec chaleur, et lui, parallèlement, parut enchanté de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitai à déjeuner au Holborn. Nous partîmes ensemble en fiacre.
À quoi avez-vous donc passé le temps, Watson me demanda-t-il, sans dissimuler son étonnement, tandis que nous roulions avec un bruit de ferraille à travers les rues encombrées de Londres. Vous êtes aussi mince qu'une latte et aussi brun qu'une noix. Je lui racontai brièvement mes aventures. Pauvre diable, fit-il avec compassion, après avoir écouté mon récit. Qu'est-ce que vous vous proposez de faire maintenant? Vous cherchez un appartement, répondis-je. Peut-on se loger confortablement à bon marché? Voilà qui est étrange, dit mon compagnon. Vous êtes le second aujourd'hui à me poser cette question. Qui était le premier? Un type qui travaille à l'hôpital, au laboratoire de chimie. Ce matin, il se plaignait de ne pas pouvoir trouver avec qui partager un bel appartement qu'il a déniché. Il est trop cher pour lui seul. Par Jupiter, m'écriai-je. S'il cherche un colocataire, je suis son homme. La solitude me pèse à la fin. Le jeune Stamford me regarda d'un air assez bizarre par-dessus son verre de vin. Si vous connaissiez Sherlock Holmes, dit-il, vous n'aimeriez peut-être pas l'avoir pour compagnon. Pourquoi? Vous avez quelque chose à dire contre lui? Oh, non, seulement il a des idées spéciales. Il s'est entiché de certaines sciences. Autant que j'en puisse juger, c'est un assez bon type. Il étudie la médecine, je suppose. Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. Je le crois ferré à glace sur le chapitre de l'anatomie, et c'est un chimiste de premier ordre. Mais je ne pense pas qu'il ait réellement suivi des cours de médecine. Il a fait des études décousues, excentriques. En revanche, il a amassé un tas de connaissances rares qui étonneraient les professeurs. Qu'est-ce qui l'amène au laboratoire? Vous ne lui avez jamais posé la question? Non, il n'est pas facile de lui arracher une confidence. Quoique, à ces heures, il soit assez expansif. J'aimerais bien faire sa connaissance, dis-je. Tant mieux s'il a des habitudes studieuses et tranquilles. Je pourrais partager avec lui l'appartement. Dans mon cas, le bruit et la surexcitation sont contre-indiqués. J'en ai eu ma bonne part en Afghanistan. Où pourrais-je trouver votre ami? Il est sûrement au laboratoire, répondit mon compagnon. Tantôt il fuit ce lieu pendant des semaines, tantôt il y travaille du matin au soir. Si vous voulez, nous irons le voir après déjeuner. Volontiers, répondis-je. La conversation roula ensuite sur d'autres sujets. Du Holborn, nous nous rendîmes à l'hôpital. Chemin faisant, Stamford me fournit encore quelques renseignements. Si vous ne vous accordez pas avec lui, il faudra pas m'en vouloir, dit-il. Tout ce que je sais à son sujet, c'est ce que des rencontres fortuites au laboratoire ont pu m'apprendre. Mais puisque vous m'avez proposé l'arrangement, vous n'aurez pas à m'en tenir responsable. Si nous ne nous convenons pas, nous nous séparerons, voilà tout. Pour vouloir dégager comme ça votre responsabilité, Stamford, ajoutai-je, en le regardant fixement, vous devez avoir une raison. Laquelle? L'humeur du type? Est-elle si terrible? Parlez franchement. Il n'est pas facile d'exprimer l'inexprimable, répondit-il en riant. Holmes est un peu trop scientifique pour moi. Cela frise l'insensibilité. Il administrerait à un ami une petite pincée de l'alcaloïde le plus récent, non pas bien entendu par malveillance, mais simplement par esprit scientifique, pour connaître exactement les effets du poison. Soyons justes, il en absorberait lui-même, toujours dans l'intérêt de la science. Voilà sa marotte. Une science exacte, précise. Il y en a de pires, non? Oui, mais la sienne lui fait parfois pousser les choses un peu loin. Quand par exemple il bat dans les salles de dissection les cadavres à coups de canne, vous avouerez qu'elle se manifeste d'une manière pour le moins bizarre. Il bat les cadavres? Oui, pour vérifier si on peut leur faire des bleus. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Et vous dites après ça qu'il n'étudie pas la médecine. Dieu sait quel est l'objet de ses recherches. Nous voici arrivés. Jugez l'homme par vous-même. Comme il parlait, nous enfilâmes un passage étroit et nous pénétrâmes par une petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. Là, j'étais sur mon terrain. Pas besoin de guide pour monter le morne escalier de pierre et franchir le long corridor offrant sa perspective de murs blanchis à la chaux et de portes peintes en marron foncé. À l'extrémité du corridor, un couloir bas et voûté conduisait au laboratoire de chimie. Ça et là se dressaient des tables larges et peu élevées, toutes hérissées de cornues, d'éprouvettes et de petites lampes benzène à flammes bleues vacillantes. La seule personne qui s'y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraissait absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, l'homme jeta un regard autour de lui.
Il se releva d'un bond en poussant une exclamation de joie. « Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé !» criait-il à mon compagnon en accourant, une éprouvette à la main. « J'ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine !» Sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait découvert une mine d'or. « Docteur Watson, Monsieur Sherlock Holmes, dit Stamford en nous présentant l'un à l'autre. « Comment allez-vous » dit-il cordialement. Il me serra la main avec une vigueur dont je ne l'aurais pas cru capable. « Vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois. »« Comment diable le savez-vous » demandai-je avec étonnement. « Ah, ça » il rit en lui-même. « La question du jour, reprit-il, c'est l'hémoglobine. Vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte ?»« Au point de vue chimique, oui, répondis-je, mais au point de vue pratique. Mais, cher monsieur, c'est la découverte médico-légale la plus utile qu'on ait faite depuis des années. Ne voyez-vous pas qu'elle nous permettra de déceler infailliblement les taches de sang ? Venez par ici. » Dans son ardeur, il me prit par la manche et m'entraîna vers sa table de travail. « Prenons un peu de sang frais, dit-il. Il planta dans son doigt un long poinçon et recueillit au moyen d'une pipette le sang de la piqûre. Maintenant, j'ajoute cette petite quantité de sang à 1 litre d'eau. Le mélange qui en résulte a, comme vous voyez, l'apparence de l'eau pure. La proportion du sang ne doit pas être de plus d'1 millionième. Je ne doute pas cependant d'obtenir la réaction caractéristique. » Tout en parlant, il jeta quelques cristaux blancs, puis il versa quelques gouttes d'un liquide incolore. Aussitôt, le composé prit une teinte d'acajou sombre. En même temps, une poussière brunâtre se déposa. « Ah ah » s'exclama-t-il en battant les mains, heureux comme un enfant avec un nouveau jouet. « Que pensez-vous de cela ?»« Cela me semble une expérience délicate, répondis-je. Magnifique, magnifique. L'ancienne expérience par le Gaiacol était grossière et peu sûre. De même, l'examen au microscope des globules du sang. Il ne sert à rien si les taches de sang sont vieilles de quelques heures. Or, que le sang soit vieux ou non, mon procédé s'applique. Si on l'avait inventé plus tôt, des centaines d'hommes actuellement en liberté de par le monde auraient depuis longtemps subi le châtiment de leurs crimes. En effet, murmurai-je, toutes les causes criminelles roulent là-dessus. Mettons que l'on soupçonne un homme d'un crime commis il y a plusieurs mois. On examine son linge et ses vêtements, on y décèle des taches brunâtres. Mais voilà. Est-ce qu'il s'agit de sang, de boue, de rouille, de fruits ? Cette question a embarrassé plus d'un expert, et pour cause. Avec le procédé Sherlock Holmes, plus de problème. Au cours de cette tirade, ses yeux avaient jeté des étincelles. Il termina la main sur le cœur et s'inclina comme pour répondre aux applaudissements d'une foule imaginaire. « Mes félicitations, dis-je, étonné de son enthousiasme. Prenez le procès de von Bischoff à Francfort, l'année dernière, reprit-il. À coup sûr, il aurait été pendu si on avait connu ce réactif. Il y a eu aussi Mason de Bradford et le fameux Muller, et Lefebvre de Montpellier, et Sanson de la Nouvelle-Orléans. Je pourrais citer 20 cas où mon test aurait été probant. Vous êtes les annales ambulantes du crime, lança Stamford en éclatant de rire. Vous devriez fonder un journal. Les nouvelles policières du passé. Cela serait d'une lecture très profitable, dit Sherlock Holmes en collant un petit morceau de taffetas gommé sur la piqûre de son doigt. Se tournant vers moi avec un sourire, il ajouta « Il faut que je prenne des précautions, car je tripote pas mal de poison. » Il exhiba sa main. Elle était mouchetée de petits morceaux de taffetas et brûlée un peu partout par des acides puissants. « Nous sommes venus pour affaire, dit Stamford. » Il s'assit sur un tabouret et il en poussa un autre vers moi. « Mon ami ici présent cherche un logis. Comme vous n'avez pas encore trouvé de personne avec qui partager l'appartement, j'ai cru bon de vous mettre en rapport. » Sherlock Holmes parut enchanté. « J'ai l'œil sur un appartement dans Baker Street, dit-il. Ça ferait très bien notre affaire. L'odeur du tabac fort ne vous incommode pas, j'espère. »« Je ne fume moi-même le chip, répondis-je. »« Un bon point pour vous. Je suis toujours entouré de produits chimiques, et à l'occasion je fais des expériences. Cela non plus ne vous gêne pas ? » ?»« Pas du tout. » »« Voyons, quels sont mes défauts ? Ah oui, de temps à autre j'ai le cafard. Je reste plusieurs jours de suite sans ouvrir la bouche. Il ne faudra pas croire alors que je vous boude. Ça passera si vous me laissez tranquille. À votre tour maintenant. Qu'est-ce que vous avez à avouer ?
Il vaut mieux que deux types qui envisagent de vivre en commun connaissent d'avance le pire l'un de l'autre. » L'idée d'être à mon tour sur la sellette m'amusa. « J'ai un petit bulldog, dis-je. Je suis anti-bruit parce que mes nerfs sont ébranlés. Je me lève à des heures impossibles. Et je suis très paresseux. En bonne santé, j'ai bien d'autres vices, mais pour le moment, ceux que je viens d'énumérer sont les principaux. » « Faites-vous entrer le violon dans la catégorie des bruits fâcheux ?» demanda-t-il avec anxiété. « Cela dépend de l'exécutant, répondis-je. Un morceau bien exécuté est un régal divin. »« Mais s'il l'est mal, alors ça ira, s'écria-t-il de bon cœur. C'est une affaire faite. Si bien entendu l'appartement vous plaît. Quand le visiterons-nous ? Venez me prendre demain midi, nous irons tout régler ensemble. » « C'est entendu, dis-je, lui serrant la main, à midi précis. » Stamford et moi nous le laissâmes au milieu de ses produits chimiques et nous marchâmes vers mon hôtel. Je m'arrêtai soudain et, tourné vers lui, « À propos, demandai-je, à quoi diable a-t-il vu que je revenais de l'Afghanistan ?» Mon compagnon eut un sourire énigmatique. « Voilà justement sa petite originalité, dit-il. Il a un don de divination extraordinaire. Plusieurs ont cherché sans succès à se l'expliquer. »« Oh, un mystère. À la bonne heure, dis-je en me frottant les mains. C'est très piquant. Je vous sais gré de nous avoir mis en rapport. L'étude de l'homme est, comme vous savez, le propre de l'homme. »« Alors étudiez-le, dit Stamford en prenant congé de moi. Mais vous trouverez le problème épineux. Je parie qu'il en apprendra plus sur vous que vous n'en apprendrez sur lui. Au plaisir, Watson. Au plaisir, dis-je. Je déambulai vers mon hôtel, fort intrigué par ma nouvelle relation. Chapitre 2. La science de la déduction. Nous nous sommes retrouvés le lendemain comme il avait été convenu et nous avons inspecté l'appartement au 221 Baker Street dont il avait parlé lors de notre rencontre. Le logis se composait de 2 confortables chambres à coucher et d'un seul studio, grand, bien aéré, gaiement meublé et éclairé par 2 larges fenêtres. L'appartement nous parut si agréable et le prix à 2 nous sembla si modéré que le marché fut conclu sur le champ et que nous en prîmes possession immédiatement. Le soir même, je déménageai de l'hôtel tout ce que je possédais et le lendemain matin, Sherlock Holmes me suivait avec plusieurs malles et valises. Un jour ou 2, nous nous sommes occupés à déballer et à arranger nos affaires du mieux possible. Cela fait, nous nous sommes installés tout doucement et nous nous sommes accoutumés à notre nouveau milieu. Holmes n'était certes pas un homme avec qui il était difficile de vivre. Il avait des manières paisibles et des habitudes régulières. Il était rare qu'il fût encore debout après 10 heures du soir. Et invariablement il avait déjeuné et était déjà sorti avant que je ne me lève le matin. Parfois il passait toute la journée au laboratoire de chimie, d'autres fois c'était dans les salles de dissection, et de temps à autre en de longues promenades qui semblaient le mener dans les quartiers les plus sordides de la ville. Rien ne pouvait dépasser son énergie quand une crise de travail le prenait. Mais à l'occasion, une forme de léthargie s'emparait de lui, et pendant plusieurs jours de suite il restait couché sur le canapé du studio, prononçant à peine un mot, bougeant à peine un muscle du matin jusqu'au soir. En ces circonstances, j'ai remarqué dans ses yeux une expression si vide, si rêveuse, que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à l'usage de quelque narcotique si la sobriété et la rectitude de toute sa vie n'eussent interdit une telle supposition. À mesure que les semaines s'écoulaient, l'intérêt et la curiosité avec lesquels je me demandais quel but il poursuivait devinrent peu à peu plus grands et plus profonds. Sa personne même et son aspect étaient tels qu'ils ne pouvaient pas ne pas attirer l'attention de l'observateur le plus fortuit. Il mesurait un peu plus d'1,80 m, mais il était si maigre qu'il paraissait bien plus grand. Ses yeux étaient aigus et perçants, excepté pendant ces intervalles de torpeur auxquels j'ai fait allusion, et son mince nez aquilin donnait à toute son expression un air de vivacité et de décision. Son menton proéminent et carré indiquait l'homme résolu. Ses mains étaient constamment tachées d'encre et de produits chimiques, et pourtant il avait une délicatesse extraordinaire du toucher,
ainsi que j'avais eu fréquemment l'occasion de le constater en le regardant manipuler ses fragiles instruments, il se peut que le lecteur me considère comme incorrigiblement indiscret quand j'avoue à quel point cet homme excitait ma curiosité et combien de fois j'ai tenté de percer le silence qu'il observait à l'égard de tout ce qui le concernait. Avant de me juger, pourtant, qu'on se rappelle à quel point ma vie était alors sans objet et combien peu de choses étaient capables de retenir mon attention, ma santé m'empêchait de m'aventurer au dehors à moins que le temps ne fût exceptionnellement beau. Je n'avais aucun ami qui vînt me rendre visite et rompre la monotonie de mon existence quotidienne. Dans ces conditions, j'accueillais avec empressement le petit mystère qui entourait mon compagnon, et je passais une grande partie de mon temps à m'efforcer de le résoudre. Il n'étudiait pas la médecine. Lui-même, en réponse à une question, m'avait confirmé l'opinion de Stamford à ce sujet. Il semblait n'avoir suivi aucune série de cours qui fussent de nature à lui valoir un diplôme dans une science quelconque ou à lui ouvrir l'accès des milieux scientifiques. Et pourtant, son zèle pour certaines études était remarquable. Et dans certaines limites, ses connaissances étaient si extraordinairement vastes et minutieuses que ses observations m'ont bel et bien étonné. À coup sûr, nul homme ne voudrait travailler avec tant d'acharnement pour acquérir des informations si précises s'il n'avait en vue un but bien défini. Les gens qui s'instruisent à bâtons rompus se font rarement remarquer par l'exactitude de leur savoir. Personne ne s'encombre l'esprit de petites choses sans avoir à cela de bonnes raisons. Son ignorance était aussi remarquable que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie, de la politique, il paraissait ne savoir presque rien. Un jour que je citai Carlyle, il me demanda de la façon la plus candide qui ça pouvait être et ce qu'il avait fait. Ma surprise fut à son comble. Pourtant, quand je découvris qu'il ignorait la théorie de Copernic et la composition du système solaire. Qu'un être humain civilisé, au XIXe siècle, ne sût pas que la Terre tournait autour du Soleil, me parut être une chose si extraordinaire que je pouvais à peine le croire. « Vous paraissez étonné, me dit-il, en soupirant de ma stupéfaction. Mais maintenant que je le sais, je ferai de mon mieux pour l'oublier. » Pour l'oublier. Voyez-vous, je considère que le cerveau de l'homme est à l'origine comme une petite mansarde vide, et que vous devez y entasser tel meuble qu'il vous plaît. Le sot y entasse tous les fatras de toutes sortes qu'il rencontre, de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé. Ou, en mettant les choses au mieux, mêlé à un tas d'autres choses, si bien qu'il est difficile de mettre la main dessus. L'ouvrier adroit, au contraire, prend grand soin de ce qu'il met dans sa mansarde, dans son cerveau. Il n'y veut voir que les outils qui peuvent l'aider dans son travail, mais il en possède un grand assortiment, et tous sont rangés dans un ordre parfait. C'est une erreur de croire que cette petite chambre a des murs élastiques et qu'elle peut s'étendre indéfiniment. Soyez-en sûrs, il vient un moment où pour chaque nouvelle connaissance que nous acquérons, nous oublions quelque chose que nous savons. Il est donc de la plus haute importance de ne pas acquérir des notions inutiles qui chassent les faits utiles. « Mais le système solaire, protestai-je. En quoi diable m'apporte-t-il » Et sa voix était impatiente. « Vous dites que nous tournons autour du soleil. Si nous tournions autour de la lune, ça ne ferait pas 2 liards de différence pour moi ou pour mon travail. » J'étais sur le point de lui demander ce que ce travail pouvait être, mais quelque chose dans sa manière me montra que la question ne serait pas bien accueillie. Je réfléchis toutefois à notre courte conversation et m'efforçai d'en tirer mes déductions. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas acquérir des connaissances qui soient sans rapport avec son travail. Par conséquent, toute la science qu'il possédait était susceptible de lui servir. J'énumérais en pensée les domaines divers dans lesquels il m'avait laissé voir qu'il était bien informé. Je pris même un crayon et les notai sur le papier. Quand je terminai mon bilan, je ne pus m'empêcher d'en sourire. Le voici. Sherlock Holmes, ses limites. 1. Connaissance en littérature, néant. 2. Connaissance en philosophie, néant. 3. Connaissance en astronomie, néant. 4. Connaissance en politique, faible. 5. Connaissance en botanique, médiocre. Connaît bien la belladone, l'opium et les poisons en général. Ignore tout du jardinage. 6. Connaissance en géologie, pratique mais limitée.
dit au premier coup d'œil les différentes espèces de sol. Après certaines promenades, a montré des taches sur son pantalon et m'a dit, en raison de leur couleur et de leur consistance, de quelle partie de Londres elles provenaient. 7. Connaissances en chimie, très fort. 8. Connaissances en anatomie, précis, mais sans système. 9. Connaissances en littérature passionnelle, immense. Il semble connaître tous les détails de toutes les horreurs commises pendant ce siècle. 10. Joue bien du violon. 11. Est un maître à la canne, à la boxe et à l'épée. 12. Bonne connaissance pratique de la loi anglaise. Quand j'en fus arrivé là de ma liste, de désespoir, je la jetai au feu. Si je ne puis trouver ce que cet homme a en vue en faisant aller de front toutes ses qualités, et si je suis incapable de découvrir une profession qui les requiert toutes, me dis-je, autant y renoncer tout de suite. Je vois que j'ai fait allusion plus haut à ses talents de violoniste. Son don, sous ce rapport, était très grand, mais aussi excentrique que tous les autres. Qu'il pût s'attaquer à des partitions difficiles, je le savais, parce que, à ma prière, il m'avait joué quelques leaders de Mendelssohn et de mes autres compositeurs favoris. Cependant, il ne consentait que rarement à jouer des morceaux connus. Le soir, renversé dans son fauteuil, il fermait les yeux et, comme en pensant à autre chose, grattait son violon qu'il avait posé sur ses genoux. Parfois les cordes étaient sonores et mélancoliques, parfois fantasques et joyeuses. De toute évidence, elles reflétaient les pensées qui l'occupaient. Mais quant à savoir si la musique l'aidait à penser, ou si le jeu était simplement le résultat d'un caprice ou d'une fantaisie, c'est plus que je ne saurais dire. J'aurais pu protester contre ces solos exaspérants si cela ne s'était ordinairement terminé par une succession rapide de mes airs favoris, qui constituaient en quelque sorte une légère compensation pour l'épreuve à laquelle ma patience était soumise. Pendant la première semaine, nous n'eûmes pas de visiteurs, et je commençais à croire que mon compagnon avait aussi peu d'amis que moi-même. Bientôt, toutefois, je m'aperçus qu'il avait beaucoup de connaissances, et cela dans les classes les plus diverses de la société. Ce fut d'abord un petit bonhomme blême, à la figure de rat et aux yeux sombres, qui me fut présenté comme Monsieur Lestrade, et qui vint 3 ou 4 fois dans la même semaine. Un matin, ce fut une jeune fille qui vint. Habillée à la dernière mode, elle s'attarda 1 heure, si ce n'est plus. L'après-midi du même jour amena un visiteur assez pauvrement vêtu. Il était grisonnant, ressemblait à un colporteur juif. Il me parut fort excité, et il fut suivi de très près par une femme déjà avancée en âge et tout à fait négligée. En une autre occasion, un monsieur à cheveux blancs eut avec lui une entrevue. Un autre jour vint un porteur de gare dans son uniforme de velours. Quand l'un de ces indéfinissables visiteurs se présentait, Holmes me priait de le laisser disposer du studio, et je me retirai dans ma chambre. Il ne manquait jamais de s'excuser de me déranger ainsi. « Il faut, disait-il, que cette pièce me serve de cabinet d'affaires. Ces gens sont mes clients. » C'était une nouvelle occasion de lui demander de but en blanc de quelles affaires il s'agissait, mais mes scrupules m'empêchaient de forcer un homme à se confier à moi. Je m'imaginais alors qu'il avait de graves raisons de ne pas y faire allusion. Toutefois, il dissipa bientôt cette idée en abordant lui-même ce sujet. C'était, j'ai de bonnes raisons de m'en souvenir, le 4 mars. Ce jour-là, je m'étais levé un peu plus tôt que d'habitude et j'avais constaté que Sherlock Holmes n'avait pas encore achevé son petit déjeuner. Notre hôtesse était tellement habituée à mes heures tardives qu'elle n'avait pas mis mon couvert ou préparé mon café. Avec une vivacité irréfléchie, j'agitai la sonnette et assez sèchement lui déclarai que j'étais prêt. Là-dessus, je pris sur la table une revue et essayai de lire pour passer le temps pendant que mon compagnon mangeait en silence ses rôtis. Le titre d'un des articles de la revue avait été marqué d'un coup de crayon. Naturellement, je me mis à le parcourir. Sous un titre plutôt prétentieux, le livre de la vie, il essayait de montrer tout ce qu'un observateur pouvait apprendre d'un examen minutieux et systématique de tout ce qui se présentait à lui. Le tout me parut un remarquable mélange de finesse et d'absurdité. Le raisonnement était serré, mais les déductions me paraissaient tirées par les cheveux et exagérées.
L'auteur prétendait pénétrer les pensées les plus intimes d'un homme par une expression momentanée de sa figure, par le mouvement d'un muscle, par un regard fugitif. Pour une personne rompue à observer et à analyser, l'erreur devenait chose impossible. Ses conclusions étaient aussi infaillibles qu'autant de propositions d'Euclide. Ses résultats apparaissaient si étourdissants aux non-initiés que tant qu'ils ne connaissaient pas la méthode pour les obtenir, ils pouvaient soupçonner leur auteur d'être sorcier. En partant d'une goutte d'eau, disait l'auteur, un logicien pourrait déduire la possibilité d'un océan Atlantique ou d'un Niagara sans avoir vu l'un ou l'autre, sans même en avoir jamais entendu parler. Ainsi toute la vie est une vaste chaîne dont la nature nous devient connue chaque fois qu'on nous en montre un seul anneau. Comme tous les autres arts, la science de la déduction et de l'analyse est un art que l'on ne peut acquérir que par une longue et patiente étude. Et la vie n'est pas assez longue pour permettre à un homme quel qu'il soit d'atteindre à la plus haute perfection possible de cet art. Avant de s'appliquer aux aspects moraux et mentaux de ce sujet qui sont ceux qui présentent les plus grandes difficultés, le chercheur fera bien de commencer par résoudre des problèmes plus élémentaires. Quand il rencontre un homme, qu'il apprenne, rien qu'en le regardant, à connaître l'histoire de cet homme, la profession, son métier. Tout puéril que cet exercice puisse paraître, il aiguise les facultés d'observation, et il vous apprend où l'on doit regarder et ce que l'on doit chercher. Les ongles d'un homme, les manches de son vêtement, les genoux de son pantalon, les callosités de son index et de son pouce, ses manchettes, son attitude, toutes ces choses révèlent nettement le métier d'un individu. Il est presque inconvenable que, si tous ces éléments sont réunis, ils ne suffisent pas pour éclairer le chercheur expérimenté. « Quel impossible fatras !» criai-je en rejetant la revue sur la table. « Je n'ai de ma vie lu de telles sornettes. »« Qu'est-ce que c'est ?» dit Sherlock Holmes. « Eh bien, cet article, je vois que vous l'avez lu, puisque vous l'avez marqué. Je ne nie point qu'il soit bien écrit. Mais il mérite tout de même. Il est évident que c'est là une théorie bâtie par un oisif, qui dans son fauteuil de son cabinet de travail déroule gentiment tous ces petits paradoxes. J'aimerais le coincer dans un wagon de seconde classe du métro pour lui demander de me dire les métiers de tous les voyageurs. J'engagerai avec lui un pari à 1000 contre 1. Vous perdriez votre argent. Quant à l'article, j'en suis l'auteur. Vous ? Oui. L'observation et la déduction. J'ai un faible pour ces deux choses-là. Les théories que j'ai formulées là, et qui vous semblent si chimériques, sont en réalité extrêmement pratiques, si pratiques que j'en dépends pour mon pain et mon sel. En quoi ? Dis-je involontairement. Eh bien, j'ai un métier qui m'est propre. Je suppose que je suis son seul adepte au monde. Je suis détective consultant, si vous pouvez comprendre ce que c'est. Ici, à Londres, nous avons des quantités de détectives officiels, des quantités de détectives privés. Quand ces gens-là se trouvent en défaut, ils viennent à moi, et je m'arrange pour les remettre sur la bonne piste. Ils m'exposent les faits, les témoignages, et je peux en général, grâce à ma connaissance de l'histoire criminelle, leur indiquer la bonne voie. Il y a une forte ressemblance de famille entre tous les méfaits, et si on possède sur le bout des doigts les détails d'un millier de crimes, il est bien extraordinaire que l'on ne puisse débrouiller le 1001e. Lestrade est un détective bien connu. Dernièrement, il s'est fourvoyé à propos d'une histoire de faux, et c'est ce qui l'a amené ici. Et les autres ? Ils me viennent pour la plupart d'agences de recherche privées. Ce sont des gens qui se trouvent dans l'embarras pour une chose ou une autre et qui ont besoin d'être renseignés, d'y voir plus clair. J'écoute leur histoire, ils écoutent mes conseils, j'empoche mes honoraires. Mais vous ne prétendez pas que, sans quitter votre chambre, vous pouvez résoudre les difficultés à quoi d'autres n'ont pu rien comprendre, alors qu'eux ont tout vu ? Exactement. J'ai sous ce rapport une sorte d'intuition. De temps en temps, il se présente un cas plus compliqué. Alors il faut que je me démène un peu et que je voie les choses de mes propres yeux. Vous comprenez ? J'ai énormément de connaissances spéciales que j'applique aux problèmes et qui me facilitent étonnamment les choses. Les règles de déduction, exposées dans l'article qui vient de provoquer votre mépris, me sont d'une valeur inestimable dans la pratique. L'observation chez moi est une seconde nature. Vous avez paru surpris quand, à notre première rencontre, je vous ai dit que vous reveniez d'Afghanistan.
On vous l'avait dit sans doute. Pas du tout. Je savais que vous reveniez de l'Afghanistan. Par suite d'une longue habitude, toute une série de pensées m'a si rapidement traversé l'esprit que je suis arrivé à cette conclusion, sans avoir eu conscience des étapes intermédiaires. Ces étapes existent pourtant. Mon raisonnement coordonné, le voici. Ce gentleman est du type médecin, mais il a l'air d'un militaire. Sûrement c'est un major. Il revient des tropiques, car son visage est très brun. Mais ce n'est pas la couleur naturelle de sa peau, puisque ses poignets sont blancs. Il a enduré des privations, il a été malade, son visage l'indique clairement. Il a été blessé au bras, à en juger par la raideur peu naturelle de celui-ci. Dans quelle partie des tropiques un major de l'armée anglaise peut-il avoir subi tant de privations et avoir été blessé au bras? Évidemment en Afghanistan. Tout cet enchaînement de pensées n'a pas pris une seconde, et je vous ai fait cette remarque que vous veniez de l'Afghanistan dont vous avez été étonné. Expliquer ainsi, c'est assez simple, dis-je en souriant. Vous me rappelez le Dupin de Pau. Je ne supposais pas qu'un type de ce genre existait en dehors des romans. Sherlock Holmes se leva et alluma sa pipe. Sans doute croyez-vous me faire un compliment en me comparant à Dupin? Or, à mon avis, Dupin était un être très inférieur. Cette façon qu'il avait de deviner les pensées de mes amis après un quart d'heure de silence était très prétentieuse et superficielle. Il avait sans doute un certain génie de l'analyse, mais il n'était nullement un phénomène comme Poe semblait l'imaginer. Avez-vous lu les ouvrages de Gaboriau? Lecoq approchait-il de votre idée d'un détective? Sherlock Holmes eut un mouvement ironique. Lecoq, dit-il d'un ton irrité, Lecoq était un gaffeur. Il n'avait qu'une chose en sa faveur, son énergie. Ce livre m'a positivement rendu malade. Il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu. Je l'aurais fait, moi, en 24 heures. Lecoq y a mis 1 mois, ou presque. Cet ouvrage pourrait constituer, à l'usage des détectives, un livre élémentaire destiné à leur apprendre ce qu'il faut éviter. Je ressentais quelque indignation de voir ainsi maltraiter 2 personnages que j'avais admirés. Je m'avançai jusqu'à la fenêtre et restai là, à regarder la rue affairée, en pensant, ce garçon-là est peut-être très fort, mais il est certainement très fat. Il n'y a pas de crime et il n'y a pas de criminel de nos jours, dit-il d'un ton de regret. À quoi cela sert-il d'avoir un cerveau dans notre profession? Je sais bien que j'en ai, moi, ce qu'il faut pour que mon nom devienne célèbre, mais il n'y a aucun homme, il n'y en a jamais eu, qui ait apporté une telle somme d'études et de talent naturel à la déduction du crime. Et quel en est le résultat? Il n'y a pas de crime à découvrir. Tout au plus quelques maladroites crapuleries, ayant des motifs si transparents que même un agent de Scotland Yard y voit clair tout de suite. Sa manière prétentieuse continuait de m'ennuyer. Je crus qu'il valait mieux changer le sujet de la conversation. « Je me demande ce que cherche ce type là-bas, demandai-je, désignant un grand individu, habillé simplement, qui suivait l'autre côté de la rue en examinant anxieusement les numéros. Il tenait à la main une grande enveloppe bleue, et de toute évidence il portait un message. « Vous parlez de ce sergent d'infanterie de marine ?» dit Sherlock Holmes. « Prétention et vantardise, pensai-je à part moi. Il sait bien que je ne peux vérifier ce qu'il prétend deviner. » Cette pensée m'avait à peine passé par la tête que l'homme que nous regardions, apercevant le numéro de notre maison, traversa la rue en courant. Nous entendîmes frapper bruyamment à la porte d'entrée, puis une grosse voix, et enfin des pas lourds qui montaient l'escalier. « Pour Monsieur Sherlock Holmes, dit-il en entrant dans notre studio et en tendant la lettre à mon ami. Une occasion se présentait de rabattre un peu la vanité de Holmes, qui ne la prévoyait guère tout à l'heure, quand il se livrait à ses conjectures hasardeuses. « Puis-je vous demander, mon brave, dis-je doucement, quel est votre métier ?»« Commissionnaire, monsieur, dit-il d'une voix brusque. Mon uniforme est en réparation. Et qu'est-ce que vous faisiez avant ?» Ce disant, je regardai malicieusement mon compagnon. « Sergent, monsieur, dans l'infanterie de marine. »« Pas de réponse, monsieur ? Parfait. » Et il fit claquer ses talons l'un contre l'autre, leva la main pour nous saluer et disparut. Chapitre 3. Le mystère de Lauriston Gardens. Cette preuve toute fraîche que les théories de mon compagnon étaient applicables m'ébranla.
Du même coup, crut mon respect pour sa puissance d'analyse. Toutefois, je me demandais encore si tout cela n'avait pas été préparé pour m'éblouir. Mais quel intérêt aurait eu Sherlock Holmes à m'en imposer de la sorte ? Je le regardais. Il avait fini de lire la lettre et ses yeux avaient pris une expression vague, terne, qui marquait chez lui la préoccupation. « Comment diable avez-vous pu deviner cela ?» demandai-je. « Deviner quoi ?» fit-il sans aménité. « Eh bien, qu'il était un sergent de la marine en retraite. »« Je n'ai pas de temps à perdre en bagatelle, » répondit-il avec brusquerie, avant d'ajouter dans un sourire « Excusez ma rudesse. Vous avez rompu le fil de mes pensées. C'est peut-être aussi bien. Ainsi donc, vous ne voyez pas que cet homme était un sergent de marine ? » ?»« Non, certainement pas. Décidément, l'explication de ma méthode me coûte plus que son application. Si l'on vous demandait de prouver que 2 et 2 font 4, vous seriez peut-être embarrassé. Et cependant, vous êtes sûr qu'il en est ainsi. Malgré la largeur de la rue, j'avais pu voir une grosse encre bleue tatouée sur le dos de la main du gaillard. Cela sentait la mer. Il avait la démarche militaire et les favoris réglementaires. C'était, à n'en pas douter, un marin. Il avait un certain air de commandement et d'importance. Rappelez-vous son port de tête et le balancement de sa canne. En outre, son visage annonçait un homme d'âge moyen, sérieux, respectable. Tous ces détails m'ont amené à penser qu'il était sergent. « C'est merveilleux !» m'écriai-je. « Peu, l'enfance de l'art !» dit Holmes, mais d'un air qui me parut trahir sa satisfaction devant ma surprise et mon admiration manifeste. « Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de criminels. J'avais tort, à ce qu'il paraît. Voyez plutôt ?» Il me lança la lettre apportée par le commissionnaire. « C'est épouvantable !» m'écriai-je après avoir parcouru quelques lignes. « Voilà ce qui semble en effet sortir de l'ordinaire !» dit-il avec sang-froid. « Auriez-vous l'obligeance de me la relire à haute voix ?» Voici la lettre. « Cher Monsieur Sherlock Holmes, il y a eu une triste affaire au numéro 3 de Lauriston Gardens, qui aboutit à Brixton Road. Vers 2 heures du matin, notre agent de service vit une lumière dans la maison, ce qui éveilla ses soupçons, car il s'agit d'une maison inhabitée. Il trouva la porte ouverte, et dans la pièce de devant, qui est sans meubles, il découvrit la dépouille mortelle d'un individu bien mis, ayant dans sa poche des cartes au nom d'Enoch G. Tabor, Cleveland, Ohio, USA. Il n'y a pas eu de vol, et il n'y a pas non plus d'indice qui nous révèle la façon dont cet homme a trouvé la mort. On a relevé des traces de sang dans la pièce, mais le cadavre ne porte aucune blessure. Nous ne nous expliquons pas sa présence dans cette maison vide. En fait, cette affaire est un casse-tête. Si vous pouviez venir sur les lieux avant midi, vous m'y trouverez. En attendant votre réponse, j'ai laissé tout comme c'était. Si vous ne pouvez pas venir, je vous communiquerai de plus amples détails. Vous m'obligeriez beaucoup en me réservant la faveur de me dire votre opinion. Agréé, cher monsieur, etc. Tobias Gregson. Gregson est le meilleur limier de Scotland Yard, dit mon ami. Lui et Lestrade sont le dessus du panier, ce qui ne veut pas dire qu'ils valent grand-chose. Rapides, énergiques, ils sont en revanche routiniers de façon scandaleuse. Par-dessus le marché, ils travaillent à couteau tiré, jaloux l'un de l'autre comme des vedettes. L'affaire ne manquera pas de piquant si on les lance tous les deux sur la piste. Sa tranquillité me renversait. Je m'écriai « Vous n'avez pas un moment à perdre. Faut-il aller vous chercher un fiacre ? Je ne sais pas encore si j'irai là-bas. Il n'y a pas plus paresseux que moi, du moins quand la flemme me prend. D'autres fois je suis assez allant, mais c'est la chance de votre vie, Holmes. Bah, en supposant que je tire la chose au clair, vous pouvez être sûr que Gregson, Lestrade et consorts s'en attribueront tout le mérite. C'est l'inconvénient de ne pas être un personnage officiel. Gregson m'en dit votre aide. En effet, il reconnaît que je lui suis supérieur. Il me l'avoue bien dans le tête-à-tête, mais il s'arracherait la langue plutôt que d'en convenir en présence d'un tiers. Allons quand même voir, je ferai ma petite enquête personnelle. Si je n'y trouve pas mon compte, du moins je m'amuserai aux dépens de mes collègues. En route. Chez lui, succéda soudain à sa flemme un accès d'activité. Il sauta sur son pardessus, puis « Prenez votre chapeau », dit-il. « Vous voulez bien de moi ? » ?»« Oui, si vous n'avez rien de mieux à faire. » L'instant d'après, nous roulions ensemble à une allure vertigineuse vers Brixton Road.
La matinée était brumeuse, nuageuse. Le voile brun foncé qui enveloppait le toit des maisons semblait le reflet des rues pleines de boue. Mon compagnon était en verve. Il discourait sur les violons de Crémone, sur les mérites relatifs du Stradivarius et de l'Amati. Quant à moi, je restais silencieux, déprimé par le temps maussade comme par la lugubre affaire où nous nous engagions. À la fin, j'interrompis Holmes au beau milieu de sa dissertation. « Vous ne semblez pas penser beaucoup à l'affaire. »« Faute de données, répondit-il. Chercher une explication avant de connaître tous les faits, c'est une erreur capitale. Le jugement s'en trouve faussé. »« Vous aurez bientôt vos données, dis-je, car nous arrivons à Brixton Road. Voici la maison, si je ne me trompe. En effet, conducteur, arrêtez-vous. » Nous en avions encore pour 100 de mètres, mais il insista pour descendre tout de suite. Nous fîmes à pied le reste du chemin. Le numéro 3 de Lauriston Gardens offrait un aspect sinistre et menaçant. C'était une des 4 maisons qui se dressaient en retrait à quelque distance de la rue. 2 d'entre elles étaient habitées, les 2 autres étaient vides. La dernière avait 3 rangées de fenêtres sans rideaux, mélancoliques, nues, désolées. Ici et là, sur les vitres sales, s'étalait un écriteau « à louer ». Un petit jardin parsemé de touffes de plantes malingres séparait chaque maison de la rue. Il était traversé par une allée étroite de couleur jaunâtre, mélange d'argile et de gravier. La pluie tombée pendant la nuit avait tout détrempé. Le jardin était bordé par un mur de briques, haut d'1 mètre et muni d'une balustrade en bois. À ce mur était adossé un robuste agent de police, entouré d'un petit groupe de badauds qui allongeaient le cou et écarquillaient les yeux, dans le vain espoir de surprendre quelque chose de l'enquête menée à l'intérieur. Je m'étais imaginé que Sherlock Holmes s'engouffrerait dans la maison pour se plonger aussitôt en plein mystère. Au contraire, il prit un air insouciant, qui, en la circonstance, frisait l'affectation. Nonchalamment, il arpenta le trottoir, effleurant du regard le sol, le ciel, les maisons d'en face, la balustrade. Puis il descendit l'allée, ou plutôt la bordure d'herbe qui longeait l'allée, les yeux rivés au gazon. Il s'arrêta à 2 reprises. Une fois, je l'entendis pousser un cri de joie. Le sol humide et argileux avait conservé les empreintes de plusieurs pas. Mais comme les policiers, dans leurs allées et venues, l'avaient foulé tant et plus, je ne pouvais m'expliquer que mon compagnon pût encore en espérer quelques révélations. Toutefois, je savais que là où moi je n'apercevais rien, lui distinguait une foule de choses. Il m'avait déjà donné une preuve extraordinaire de l'acuité de son regard. À la porte d'entrée, un homme de haute taille nous accueillit. Il avait un visage blafard et des yeux couleur de lin. Il tenait à la main un calepin. Il se précipita et serra avec reconnaissance la main de mon compagnon. « C'est vraiment chic à vous d'être venu, dit-il. J'ai laissé tout intact. À part le jardin, répondit mon ami en désignant l'allée. Un troupeau de bisons n'aurait pas fait plus de dégâts. J'espère que vous avez pris la précaution d'examiner le terrain avant d'autoriser vos hommes à le piétiner. C'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire là-dedans, répondit évasivement le détective. Mon collègue monsieur Lestrade est sur les lieux. J'avais pensé qu'il s'en chargerait. Holmes me jeta un coup d'œil. Puis, relevant les sourcils, « Quand 2 hommes tels que vous et Lestrade sont sur le même terrain, dit-il ironiquement, que reste-t-il à faire à un 3e » Gregson se frotta les mains, content de lui-même. « J'estime que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, répondit-il. Mais c'est un cas étrange, et je connais votre goût pour ce genre d'affaires. Vous n'êtes pas venu en fiacre demanda Sherlock Holmes. Non. Et Lestrade? Non plus. Alors, allons voir la chambre. Sur cette conclusion inattendue, il pénétra à grands pas dans la maison, suivi de Gregson, étonné. Un petit corridor au plancher nu et poussiéreux conduisait à la cuisine et à l'office. À gauche et à droite, il y avait 2 portes. L'une était apparemment fermée depuis plusieurs semaines, l'autre donnait sur la salle à manger, la pièce même où s'était accompli le crime. Holmes y pénétra et je le suivis, non sans appréhension. C'était une grande chambre carrée que l'absence de tout meuble agrandissait encore. Un papier vulgaire tendait les murs, souillé de taches d'humidité. Par places, il pendait en longues déchirures
qui laissait à découvert le plâtre jaune. En face de la porte était une cheminée prétentieuse. À un bout de la tablette en faux marbre blanc, on avait planté une bougie rouge. L'unique fenêtre très sale filtrait une lueur trouble et incertaine qui faisait apparaître gris foncé toutes les choses, du reste ensevelies sous une épaisse couche de poussière. Ces détails, je les observai un peu plus tard. Mon attention fut d'abord captée par la forme humaine, sinistrement immobile, qui gisait sur le parquet. Grands ouverts, les yeux vides, regardaient avec fixité le plafond d'étain. C'était le cadavre d'un homme d'environ 43-44 ans, de taille moyenne, larges épaules, avec des cheveux noirs et crépus et une barbe de 3 jours. Il portait un habit et un gilet de drap épais et un pantalon clair. Son col et ses manchettes étaient d'une blancheur immaculée. Un chapeau de forme bien brossé et lustré était posé sur le parquet à côté de lui. Ses mains étaient crispées et ses bras étendus, tandis que ses membres inférieurs étaient entrecroisés. L'agonie avait dû être douloureuse. Son visage rigide conservait une expression d'horreur. Je crus y lire de la haine aussi. Une grimace méchante, un front bas, un nez épaté, une mâchoire avancée donnaient à la victime une apparence simiesque. Sa posture insolite, recroquevillée, accusait encore davantage cette ressemblance. Il m'a été donné de voir la mort sous bien des aspects, mais elle ne m'est jamais apparue plus effroyable que dans cette maison macabre qui donnait sur l'une des artères principales de la banlieue de Londres. Lestrade, mince de taille, la mine chafouine, se tenait près de la porte. Il nous salua. « Cette affaire fera sensation, dit-il. Elle passe tout ce que j'ai vu, et pourtant je ne suis plus un nouveau-né. » « Toujours pas d'indice, s'enquit Gregson. « Toujours pas, répondit Lestrade en écho. Sherlock Holmes s'approcha du corps. Il s'agenouilla et l'examina attentivement. « Vous êtes sûr qu'il n'a pas été blessé ?» demanda-t-il en montrant du doigt alentour des caillots et des éclaboussures de sang. « Absolument !» s'exclamèrent ensemble les 2 détectives. « Il faut donc que ce sang appartienne à un autre individu, au meurtrier, si meurtre il y a ?» Ça me rappelle les circonstances qui ont accompagné la mort de Van Johnson à Utrecht en 1834. Vous souvenez-vous de cette affaire, Gregson ? Non, je ne m'en souviens pas. Eh bien, informez-vous. Vous ne perdrez pas votre temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Tandis que Sherlock Holmes parlait, ses doigts agiles voltigeaient ici, là, partout. Il palpait, pressait, déboutonnait, fouillait. Entre-temps, ses yeux avaient l'air lointain que j'avais déjà remarqué. L'examen fut fait avec une minutie qu'on n'aurait pas soupçonnée, tant il avait été rapide. Pour finir, il flaira les lèvres du mort, puis jeta un coup d'œil sur les semelles de ses chaussures vernies. « On ne l'a pas changé de place ?» demanda-t-il. « On l'a remué seulement pour l'examiner. »« Vous pouvez le porter à la morgue, » dit Sherlock Holmes. « Il ne peut plus rien m'apprendre. » Gregson avait à sa disposition une civière et 4 hommes. Ceux-ci arrivèrent à son appel. Ils soulevèrent le cadavre et l'emportèrent. Au moment où on l'enlevait, une bague tomba avec un son clair et roula sur le parquet. Lestrade s'en saisit et l'examina, l'air perplexe. « Il y a une femme ici !» s'exclama-t-il. « C'est l'alliance d'une femme !» Pour nous faire voir l'objet tout en parlant, il avait posé sur la paume de sa main. Nous fîmes cercle autour de lui, tout yeux. Ce petit anneau en or avait, à n'en pas douter, orné jadis le doigt d'une mariée. « Ceci complique les choses, » dit Gregson. « Elles étaient pourtant assez compliquées comme ça. »« N'en sont-elles pas plutôt simplifiées ?» dit Holmes. « Rien ne sert de rester les yeux fixés sur la bague. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poches de la victime ?»« Tout est là, » répondit Gregson, pointant du doigt des objets en tas sur la dernière marche de l'escalier. Une montre en or, numéro 97163 par Barrow de Londres, une chaîne gibetière en or, très lourde et très solide, une bague d'or avec une devise maçonnique, une épingle d'or à tête de bulldog avec des yeux en rubis, un porte-cartes en cuir de Russie contenant des cartes d'Enoch J. Deber de Cleveland, auxquelles correspondent les initiales EJD du linge. Pas de bourse, mais de l'argent. 7 livres 13 shillings.
Il y a encore une édition de poche du Decameron portant sur la feuille de garde le nom de Joseph Stangerson. Et enfin 2 lettres. L'une est adressée à E.J. Draper et l'autre à ce Joseph Stangerson. À quelle adresse? American Exchange, Strand, poste restante. Les 2 lettres proviennent de la compagnie de navigation à vapeur Guyon, et il est question du départ de leur bateau de Liverpool. Il est clair que ce malheureux se disposait à repartir pour New York. Avez-vous fait des recherches au sujet de ce Stangerson? Immédiatement, dit Gregson. J'ai envoyé des avis à tous les journaux, et un de mes hommes est allé à l'American Exchange. Il n'est pas encore revenu. Avez-vous câblé à Cleveland? Ce matin même. Comment avez-vous rédigé votre demande? Nous avons tout simplement exposé les circonstances et dit que nous accueillerions avec reconnaissance tout renseignement pouvant nous être utile. Vous n'avez pas insisté sur un renseignement capital? Stangerson? J'ai demandé qui il est. C'est tout? N'y a-t-il pas un fait sur lequel repose toute l'affaire? Ne câblerez-vous pas de nouveau? J'ai dit tout ce que j'avais à dire, répondit Gregson, prenant un air offensé. Sherlock Holmes rit sous cape. Il s'apprêtait à faire une observation, quand Lestrade, il était entré dans la chambre tandis que nous causions dans le vestibule, réapparut sur la scène en se frottant les mains avec suffisance. « Monsieur Gregson, dit-il, je viens de découvrir une chose de la plus grande importance. Elle serait passée inaperçue si je n'avais pas examiné soigneusement les murs. » Les yeux du petit bonhomme jetaient des étincelles. Il contenait à peine sa joie de damer le pion à un collègue. « Venez !» fit-il, en retournant avec empressement dans la chambre dont l'atmosphère semblait purifiée depuis l'enlèvement du cadavre. « Bon, maintenant, restez là. » Il frotta une allumette contre sa semelle et l'éleva vers le mur. « Regardez !» s'écria-t-il triomphalement. J'avais remarqué que le papier s'était décollé par endroits. Dans ce coin de la chambre, un grand morceau décollé laissait à découvert un carré de plâtre jaune. En travers de cet espace nu, on avait griffonné en lettres de sang ce seul mot. « Rache !»« Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» s'écria le détective. « Nous ne l'avions pas vu parce que c'était dans le coin le plus sombre. Personne n'a pensé à regarder par là. L'assassin a écrit avec son propre sang. Voyez cette traînée qui a dégouliné le long du mur? En tout cas, toute hypothèse de suicide se trouve écartée désormais. Et pourquoi avoir choisi ce coin? Je vais vous le dire. Vous voyez cette bougie sur la cheminée? Elle était allumée. Ce coin, qui est maintenant dans la partie la plus obscure, se trouvait alors la plus éclairée. « Et quel sens prêtez-vous à votre trouvaille ?» demanda Gregson d'un ton dédaigneux. « Quel sens? Eh bien, on allait écrire Rachel, mais on a été dérangé. Retenez ce que je vous dis. Quand on aura éclairci cette affaire, on saura qu'une femme prénommée Rachel était dans le coup. Riez, monsieur Sherlock Holmes. Vous pouvez être brillant et astucieux, mais à la fin, on s'apercevra que le vieux limier est encore le meilleur. » « Je vous demande bien pardon, » dit mon compagnon qui avait irrité le petit homme en pouffant de rire. « Sans conteste, le mérite de cette découverte vous revient comme vous le dites. Tout prouve que l'inscription a été faite par l'autre acteur du crime. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette chambre, mais si vous m'y autorisez, je vais le faire à présent. » Tout en parlant, il sortit brusquement de sa poche un mètre en ruban et une grosse loupe ronde. Muni de ces 2 instruments, il trotta sans bruit dans la pièce. Il s'arrêtait, il repartait, de temps à autre il s'agenouillait, et même une fois il se coucha à plat ventre. Il semblait avoir oublié notre présence. Il monologuait sans cesse à mi-voix. C'était un peu roulant, ininterrompu d'exclamations, de murmures, de sifflements et de petits cris d'encouragement et d'espoir. Il me rappelait, invinciblement, un chien courant, de bonne race et bien dressé, qui s'élance à droite puis à gauche à travers le hallier, et qui, dans son énervement, ne s'arrête de geindre que lorsqu'il retrouve la trace. Pendant plus de 20 minutes, Holmes poursuivit ses recherches. Il mesurait avec le plus grand soin l'espace qui séparait 2 marques invisibles pour moi. Et de temps à autre, tout aussi mystérieusement, il appliquait son mètre contre le mur. À un endroit du parquet, il mit, avec précaution, un peu de poussière en tas, puis la recueillit dans une enveloppe. Finalement, avec la plus grande minutie, il étudia à la loupe chaque lettre du mot inscrit sur le mur. Cela fait, il parut « Il remit dans sa poche le mètre et la loupe. «
On a dit que le génie n'est qu'une longue patience, dit-il en souriant. Ce n'est pas très exact, mais cela s'applique assez bien au métier de détective. Gregson et Lestrade avaient observé les manœuvres de l'amateur avec beaucoup de curiosité et un peu de mépris. Ils ne se rendaient évidemment pas compte d'un fait qui m'apparaissait enfin. Les plus petites actions de Sherlock Holmes tendaient toutes vers un but défini et pratique. « Quel est votre avis ?» demandèrent ensemble les deux hommes. « Si j'étais censé vous venir en aide, messieurs, je vous volerais le crédit que vous devez tirer de cette affaire. N'importe qui serait malvenu d'intervenir dans une enquête que vous avez si bien menée jusqu'à présent. » Ces paroles sentaient le sarcasme d'une lieue. « Si vous voulez me tenir au courant de vos recherches, ajouta-t-il, je serai heureux de vous apporter toute l'aide possible. Entre-temps, j'aimerais parler à l'agent qui a trouvé le corps. Pouvez-vous me donner son nom et son adresse ?» Lestrade consulta son calepin. « John Rance, dit-il. Il n'est pas de service en ce moment. Vous le trouverez au 46 Audley Court, Kensington Park Gate. » Holmes nota l'adresse. « Venez, docteur, dit-il, nous allons voir John Rance. » Puis, se tournant vers les deux détectives, « Je vais vous dire quelque chose qui pourra vous être utile. Il y a eu assassinat. Le meurtrier est un homme. Il a plus d'1,80 m. Il est dans la force de large. Pour sa taille, il a de petits pieds. Il porte des brodequins à talons carrés. Il fume des cigares de Trichinopoly. Il est venu ici avec sa victime dans un fiacre tiré par un cheval qui avait 3 vieux fers et un œuf à la patte antérieure droite. Selon toute probabilité, le meurtrier a un visage haut en couleur, et les ongles de sa main droite sont remarquablement longs. Je ne vous donne que ces quelques indications, mais elles pourront vous être utiles. » Lestrade et Gregson s'entre-regardèrent avec un sourire incrédule. « Si cet homme a été assassiné, comment l'a-t-il été ?» demanda le premier. « Empoisonné, » dit Sherlock Holmes d'un ton péremptoire, avant de s'éloigner. Arrivé à la porte, il se retourna. « Autre chose. Sachez, Lestrade, que Rache est un mot allemand qui signifie vengeance. Ne perdez donc pas votre temps à chercher une demoiselle Rachel. » Après cette flèche du part, il sortit, laissant les deux rivaux bouche bée. Chapitre 4. Ce que John Rance avait à dire. Il était 1h quand nous quittâmes Lauriston Gardens. Je suivis Sherlock Holmes au bureau de poste le plus près. Il expédia une longue dépêche, puis il héla un fiacre et donna au conducteur l'adresse de John Rance. « Rien de tel que des renseignements de première main, dit-il. Mon opinion est déjà faite, mais il est prudent de chercher à tout connaître. Vous m'ahurissez, Holmes, dis-je. Certainement, vous n'êtes pas aussi sûr que vous le prétendez de tous les détails que vous leur avez fournis. Pas d'erreur possible, répondit-il. La première chose que j'ai remarquée en arrivant là-bas, c'est que les roues d'une voiture avaient creusé 2 ornières près de la bordure du trottoir. Or, jusqu'à la nuit dernière, nous n'avions pas eu de pluie depuis une semaine. Par conséquent, les roues qui ont laissé une empreinte si profonde ont dû y passer la nuit dernière. Il y avait aussi la marque des sabots. Le dessin de l'un d'eux était net, le fer était donc neuf. Puisque le fiacre était là quand il pleuvait, et que d'après Gregson, on ne l'a pas revu dans la matinée, il faut donc qu'il ait amené de nuit ces 2 individus. Cela est simple, dis-je. Mais la taille du meurtrier? La taille d'un homme, 9 fois sur 10, se déduit de la longueur des enjambées. C'est un calcul assez facile, mais je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres. Les pas du meurtrier se voyaient dehors dans la boue et à l'intérieur sur la poussière. Et j'ai eu un moyen de vérifier mon calcul. Quand un homme écrit sur un mur, il le fait d'instinct au niveau de ses yeux. Or l'inscription était d'à peu près 1,80 m du sol. Peu, un jeu d'enfant. Et son âge, demandai-je. Eh bien, un homme ne peut pas être tout à fait vieux s'il enjambe facilement 1,30 m. C'était la largeur d'une flaque d'eau dans le jardin. Les chaussures vernies l'avaient contourné et les talons carrés l'avaient sauté. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. J'applique tout simplement aux choses de la vie quelques-unes des règles d'observation et de déduction que j'ai préconisées dans mon article. Quelque chose vous intrigue encore ? Oh oui, les ongles, le Trichinopoly, amorçai-je. L'inscription sur le mur a été tracée par un index trempé dans du sang. J'ai pu observer à l'aide de ma loupe que le plâtre avait été légèrement égratigné autour des lettres, ce que n'aurait pas fait un ongle court.
J'ai ramassé un peu de cendre éparpillée sur le plancher. Elle était sombre et feuilletée, comme ne peut en faire qu'un Trichinopoli. Je me suis livré à une étude spéciale sur la cendre des cigares. J'ai même écrit une monographie sur le sujet. Je me flatte de pouvoir reconnaître d'un coup d'œil la cendre de n'importe quelle marque connue des cigares ou de tabac. C'est justement dans ces détails qu'un détective compétent se distingue d'un Gregson ou d'un Lestrade. « Et la figure haute en couleur ?» demandai-je. « Oh, ça, c'est beaucoup plus hardi. Mais je suis quand même sûr d'avoir raison. Ne me demandez pas d'explication pour le moment. » Je passai la main sur mon front. J'ai le vertige. Plus on pense à cette affaire, plus elle devient mystérieuse. Pourquoi les deux hommes, s'ils étaient deux, sont-ils venus dans une maison vide? Qu'est devenu le cocher qui les a amenés? Comment l'un a-t-il pu forcer l'autre à prendre du poison? D'où provenait le poison? Quel était le mobile du crime, puisque ce n'est pas le vol? Comment une bague de femme est-elle arrivée là? Et pourquoi avoir écrit le mot racheux avant de décamper? J'avoue que je n'arrive pas à concilier ces faits. Mon compagnon eut un sourire approbateur. « Vous avez résumé avec clarté et concision toutes les difficultés, dit-il. Il y a encore bien des points obscurs. Cependant, sur les principaux faits, j'ai mon idée. Quant à la découverte du pauvre Lestrade, c'était tout simplement une feinte. En suggérant par là des sociétés secrètes, on a voulu lancer la police sur une fausse piste. L'inscription n'a pas été tracée par un Allemand. La lettre A, si vous avez remarqué, était écrite en gothique. Or, un Allemand écrit toujours ses A en caractère latin. Nous pouvons donc affirmer à coup sûr que l'inscription a été faite non par un Allemand, mais par un imitateur trop appliqué. C'était simplement une ruse pour engager l'enquête sur une mauvaise voie. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette affaire, docteur. Vous savez qu'un magicien perd son prestige en expliquant ses tours? Si je vous révélais toute ma méthode, vous penseriez qu'après tout, je suis un type très ordinaire. Je ne penserai jamais une chose semblable, répondis-je. Jamais personne ne saurait mieux que vous ériger en science exacte la recherche des criminels. Mon compagnon rougit de plaisir, autant de mes paroles que de l'enthousiasme avec lequel je les avais prononcées. J'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible à un compliment sur son art qu'une jeune fille peut l'être à une flatterie touchant sa beauté. « Je vous dirai encore une chose, fit-il. L'homme aux chaussures vernies et l'homme aux talons carrés sont arrivés dans le même fiacre. Ils ont franchi ensemble l'allée, sans doute bras dessus bras dessous. Une fois dans la chambre de devant, ils l'ont arpenté. Plus précisément, les talons carrés allaient y venaient, tandis que les chaussures vernies se tenaient tranquilles. J'ai lu tout cela dans la poussière. La longueur de plus en plus grande des enjambées indiquait aussi une surexcitation croissante. Je suppose que l'homme aux talons carrés parlait tout le temps et qu'il s'est monté jusqu'à une rage folle. C'est alors que le drame a eu lieu. Je vous ai dit tout ce que je savais de science certaine. Le reste est hypothèse, conjecture. Nous avons un bon point de départ. Il faudra faire vite. Je veux aller au concert de Hallé cet après-midi pour entendre Norman Neruda. » Notre fiacre avait filé à travers une longue suite de rues enfumées et de ruelles misérables. Dans la plus enfumée et la plus misérable, soudain il s'arrêta. « Voilà Audley Court » annonça le cocher en indiquant une étroite faille dans l'alignement des maisons de briques ternes. « Je vous attendrai ici. » Audley Court n'était pas un lieu attrayant. Un passage exigu nous conduisit à un quadrilatère bordé de maisons sordides. Nous avançâmes avec précaution, parmi les groupes d'enfants sales et à travers des rangées de linge déteint, jusqu'au numéro 46. La porte était ornée d'une petite plaque de cuivre sur laquelle était gravé le nom de Rance. On nous dit que l'agent était au lit et on nous fit entrer, pour l'attendre, dans un petit salon, sur le devant. Il apparut bientôt, l'air un peu fâché d'avoir été dérangé dans son sommeil. « J'ai fait mon rapport au poste, grommela-t-il. Holmes tira de sa poche un demi-souverain et d'un air pensif il le fit sauter dans sa main. « Nous aimerions que vous nous en parliez. »« À votre disposition, monsieur, » répondit l'agent, les yeux fixés sur le petit disque en or. « Racontez-nous donc à votre manière ce qui s'est passé. » Rance s'installa sur le canapé de crin et joignit les sourcils. Il paraissait bien résolu à ne rien passer sous silence. « Je vais tout vous conter, à partir du commencement. Je suis de service de 10 heures du soir à 6 heures du matin.
À 11h, il y a eu de la bagarre au Cerf-Blanc. Et à part ça, tout était tranquille dans mon secteur. À 1h, il s'est mis à pleuvoir. J'ai rencontré Harry Mercer, celui qui a la ronde de Holland Grove. On a causé un peu ensemble, au coin de la rue Henrietta. Puis à 2h peut-être, un petit peu plus tard, je suis allé voir si tout était dans l'ordre du côté de Brixton Road. Il faisait joliment mauvais. Je ne voyais pas un chat. J'ai vu passer un fiacre, ou deux, je dois dire. Chemin faisant, je pensais, entre nous soit dit, qu'un gin chaud ferait bien mon affaire, quand tout à coup, j'ai vu briller une lumière à la fenêtre de la maison. Pourtant, c'était une des 2 maisons inhabitées de Lauriston Gardens. Le tout dernier qui a vécu là-dedans est mort de la fièvre typhoïde, rapport que le propriétaire n'a pas voulu faire assainir les fosses. Alors, vous pensez si ça m'épatait de voir la fenêtre éclairée? Tout de suite, j'ai pensé qu'il se passait quelque chose là. Arrivé à la porte, vous vous êtes arrêté, puis vous avez regagné la grille du jardin, interrompit mon compagnon. Pourquoi? Rance fit un sursaut violent et ouvrit de grands yeux. Eh bien, c'est la vérité, monsieur, fit-il. Mais comment vous savez ça? Dieu seul le sait. Voyez-vous, quand je suis arrivé devant la porte, tout était si tranquille, si désert, que je me suis dit que ce serait tout aussi bien si j'avais quelqu'un avec moi. Je ne crains rien de ce côté-ci de la tombe, mais j'ai pensé que c'était peut-être le type qui est mort de la typhoïde qui revenait examiner les fosses. Cette idée-là m'a collé la trouille. Alors j'ai rebroussé chemin pour voir si je ne verrais pas la lanterne de Mercer. Mais de lui, ni de personne, pas de trace. Il n'y avait personne dans la rue? Pas âme qui vive, monsieur. Pas même un chien. J'ai pris sur moi et je suis retourné à la maison. J'ai poussé la porte. Tout était silencieux là-dedans. Alors je suis entré dans la chambre où il y avait un peu de lumière. Une bougie brûlait sur la cheminée, une bougie de cire rouge. Et à la lueur de cette bougie, qu'est-ce que j'aperçois? Ça, je le sais, vous avez fait plusieurs fois le tour de la chambre, vous vous êtes agenouillé près du corps, puis vous êtes allé au fond du corridor et vous avez essayé d'ouvrir la porte de la cuisine. Ensuite, Rance se leva d'un bond, tout ensemble effrayé et soupçonné. « Où étiez-vous caché pour voir tout ça ?» s'écria-t-il. « Vous m'avez tout l'air d'en savoir trop, vous. » Holmes se mit à rire. Il lui jeta sa carte par-dessus la table. « Ne me faites pas arrêter sous inculpation de meurtre, dit-il. Je suis un chien de chasse, je ne suis pas le loup. Monsieur Gregson et monsieur Lestrade répondent de moi. Mais continuez. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?» Rance se rassit. Il ne paraissait pas trop rassuré. J'ai regagné la grille et j'ai sifflé. Mercer est arrivé avec 2 autres. La rue était toujours déserte? Pour ainsi dire. Comment ça? Un large sourire épanouit le visage de l'agent. J'ai bien vu un des types sous, dit-il. Mais des pafs comme ce gaillard-là, ma foi, non, jamais. Quand je suis sorti, il était à la grille, appuyé contre les barreaux. Il chantait à ses poumonnets. Il ne pouvait pas se tenir debout. Nous aider encore moins. Quelle sorte d'homme était-ce? John Rance parut ennuyé de revenir sur ce sujet et à côté de la question. Un homme soûl comme il n'est pas permis d'être, répondit-il. Il se serait retrouvé en tôle si nous n'avions pas été si occupés. Mais son visage, ses vêtements, ne les avez-vous pas remarqués? Interrompit Holmes avec impatience. Pour sûr que je les ai remarqués, parce que j'ai soutenu le type avec Mercer. C'était un grand gaillard, qui avait la face toute rouge. Un cache-nez lui enveloppait la moitié de la figure. « Suffit !» s'écria Holmes. « Qu'avez-vous fait de lui ?»« On en avait assez à faire sans nous en charger, » dit l'agent en se cabrant sous le reproche. « Je parierais qu'il a fini par rentrer chez lui. Comment était-il vêtu ?»« Il avait un pardessus brun. »« Et un fouet à la main ?»« Un fouet ? Non. Il l'avait sans doute laissé, » murmura mon compagnon. « Ensuite, vous n'avez pas par hasard vu et entendu un fiacre ?»« Non. » « Prenez ce demi-souverain, » dit Holmes en se levant. « Je crains fort, John Rance, que vous n'ayez jamais d'avancement dans la police. Votre tête ne devrait pas vous servir seulement d'ornement. Vous auriez pu gagner les galons de sergent la nuit dernière. L'homme que vous avez tenu entre vos mains est celui que nous recherchons. C'est lui qui tient la clé du mystère. Inutile de discuter. C'est ainsi. Partons, docteur. » Nous laissâmes notre informateur incrédule, mais évidemment mal à l'aise. « L'imbécile, » dit Holmes avec amertume pendant que le fiacre nous ramenait chez nous. « Dire qu'il a eu une pareille chance et qu'il n'en a pas profité.
Je ne vois pas encore clair, dis-je. Le signalement de l'ivrogne concorde bien avec l'idée que vous vous faisiez du meurtrier. Mais pourquoi serait-il retourné sur les lieux de son crime? Je n'ai pas l'habitude des criminels. La bague, mon ami, la bague. Voilà ce qu'il revenait chercher. S'il n'y a pas d'autre moyen de l'attraper, nous pourrons toujours appâter notre hameçon avec la bague. Je tiens mon homme, docteur. Je parierai 2 contre 1 que je le tiens. Il faut que je vous remercie. Sans vous, je ne me serais peut-être pas dérangé, et j'aurais manqué la plus belle étude de ma vie. Une étude en rouge, n'est-ce pas? Pourquoi n'utiliserions-nous pas un peu d'argot d'atelier? Le fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie. Notre affaire est de le débrouiller, de l'isoler et de l'exposer dans toutes ses parties. Et maintenant, à table. Et ensuite, Norman Neruda. Ses attaques et son coup d'archet sont magnifiques. Quelle est donc la petite chose de Chopin qu'elle joue si admirablement? Tralalala. Le limier amateur s'affala sur la banquette et se mit à chanter comme une alouette, tandis que je méditais sur la complexité de l'esprit humain. Pour connaître la suite, rendez-vous au chapitre 5. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.